Donc gouvernance. Gouvernance, c'est, si j'ose dire, un vieux néologisme. Il est déjà entré dans nos vocabulaires personnels. Je crois que ce terme, il est quand même bon de se reporter à, non pas à son étymologie, mais à son contexte de surgissement, qui est que, évidemment, c'est à la fois un concept qui renvoie à une certaine forme d'efficience, donc d'économie de moyens et de synergie, mais qui en même temps est né aussi de préoccupations éthiques, on va dire, sur la responsabilité, les projets collectifs, la collaboration, le partage. Et donc il est marqué tout de même par cette dimension éthique que je vais reprendre, en même temps donc les dimensions d'efficience et les dimensions de responsabilité. Actuellement en France, la gouvernance, me semble-t-il, même si on n'a pas d'études exhaustives ou même précises dans le domaine, on voit bien, on a bien vu à travers les communications des collègues que cette gouvernance n'est pas véritablement assumée, que beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et d'universités en fait, accumulent des décisions qui sont prises sectoriellement, qui sont prises par des institutions, des individus, dans le cas de programmes de recherche, etc. Et qu'on a une politique, comme disait une collègue, un peu babélienne, accumulative, et qui n'est pas un projet. Or, la gouvernance, me semble-t-il, suppose un projet d'établissement important. Cette gouvernance s'effectue, on l'a dit, je n'insisterai pas, dans un cadre nouveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est celui de l'économie de la connaissance, et donc qui est celui de l'espace économique que représente la formation universitaire, de la compétitivité qui est accrue par les classements internationaux, et dont on a montré très clairement que l'augmentation des formations tout en anglais, English only, n'a pas amélioré de manière sensible, et même le contraire, les classements dans les classements de Shanghai. Donc il y a quand même des effets de réalité qu'il faudrait prendre en compte un jour ou l'autre. Cette anglicisation English only a été plus que discrètement confortée par la loi Fioraso, donc par les institutions de l'éducation française, au détriment, et j'y reviendrai, un de nos collègues l'a souligné, de l'action que par ailleurs la France essaye de mener pour la diffusion de la francophonie, ce qui est plus un paradoxe, c'est un emploi de l'argent public qui mériterait d'être soumis au Conseil d'État, dans la mesure où on comprend assez mal qu'on puisse à la fois faire reculer le français, même de manière limitée, dans l'espace universitaire, essayer de le faire augmenter dans d'autres espaces universitaires, comme celui de l'Agence universitaire francophone. Il y a une tension visible, non résolue par ces établissements, entre leur ancrage territorial et leur volonté d'internationalisation. Je pense que cette tension ne peut pas se résoudre si les projets linguistiques d'établissements supérieurs ne se fondent pas sur la territorialité, des territorialités réelles, des proximités réelles, puisque territorialité, non pris au sens métaphorique, en fait renvoie à des proximités géographiques qui ne suffisent pas, à des proximités historiques qui sont aussi importantes, à des proximités intellectuelles et scientifiques, mais qu'on ne peut pas construire, me semble-t-il, une gouvernance linguistique sans un projet cohérent qui s'ancre dans un espace défini et qui ne soit pas une sorte de pêche au client, d'attraction du chaland sur une base purement quantitative, et qui nous renvoie quand même à des pistes, qui est que
les projets d'établissement et les projets linguistiques d'établissement ont intérêt à se faire dans le bilatéral, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, comme le prouve l'exemple de l'université franco-allemande en ce sens. Alors, du point de vue de la gouvernance, maintenant, un certain nombre de thèmes ont été évoqués que je reprendrai, qui sont extrêmement simples. La gouvernance implique des responsabilités éthiques, et la première responsabilité est éducative. Et la première responsabilité éducative est très simple. L'université, les grandes écoles, les établissements d'enseignement supérieur ont, comme l'école, la responsabilité de développer le répertoire linguistique de tous les apprenants, quels qu'ils soient. De même que l'école a pour rôle de développer les aptitudes cognitives, esthétiques, physiques, intellectuelles et tout ce qu'on voudra, elle a la responsabilité de développer les ressources langagières de tous les enfants. C'est extrêmement simple. Nous sommes dotés de la faculté de langage. Cette faculté de langage peut s'investir au cours des années dans n'importe quelle langue, dans un certain nombre de conditions, bien évidemment. Et il importe que ces potentialités langagières de chacun d'entre nous soient prises en compte par l'école, parce que c'est sa responsabilité, tout comme elle a d'autres responsabilités éducatives, qui sont peut-être plus évidentes, mais celle-ci, me semble-t-il, n'est pas secondaire. L'autre responsabilité éthique des établissements d'enseignement supérieur et des universités dans le cadre des langues, c'est, on vient de le redire, et je le redirai simplement, des responsabilités dans la création et la transmission des connaissances. L'université est un espace où se crée, un des espaces où ces connaissances se créent, et il importe de refaire et de faire à nouveau sa place aux langues premières des chercheurs, dans la mesure où, si la diffusion des connaissances, et on l'a dit hier très clairement, si la diffusion peut se faire dans n'importe quelle langue, la création passe par la langue première ou les langues premières, puisqu'on peut en avoir plus d'une, dans la mesure où les langues naturelles sont porteuses d'une dimension essentielle à la recherche, qui est le potentiel de nommer, et Pierre Judet de Lacombe l'a dit excellemment hier, la capacité de nommer ce qu'on ne connaît pas encore. Pendant des siècles, et peut-être davantage, l'arc-en-ciel a été attribué à la déesse Iris, mais il y avait quand même un mot pour désigner arc-en-ciel, et c'est parce que ce mot existe et a existé dans les langues que des chercheurs ont pu, au-delà des observables, commencer à s'interroger sur ce phénomène et sur bien d'autres. Donc la faculté poétique de la langue, qui fait qu'un chercheur peut aussi bien adopter une démarche rationnelle, raisonnable, pas à pas, cartésienne, on dira, il peut aussi, et il doit aussi, et la recherche nous y invite, procéder comme Montaigne, à saut et à gambade, c'est-à-dire dans la plus totale liberté de construction, qui est, elle, source d'interrogation sur le monde et donc source de recherche. Je pense qu'il est extrêmement important de faire en sorte qu'on comprenne une bonne fois que le retour et la place, et les scientifiques le disent eux-mêmes, et que cette place doit être préservée par les universités et les établissements d'enseignement supérieur. C'est leur rôle de former leurs étudiants à la recherche dans leur langue, parce que c'est leur langue qui leur permettra effectivement de pouvoir créer de la connaissance. Bien sûr, la recherche est internationale, mais on l'a aussi dit, elle n'est pas aussi internationale qu'on veut le croire, parce que les pratiques, si les communautés scientifiques partagent des concepts, des histoires, des procédures, des épistémologies, elles ont aussi des traditions nationales qui sont très anciennes,
et qui font que les pratiques langagières ne sont pas universelles. Anne-Claude Berthoud l'a redit de manière extrêmement claire. Elles ne sont pas universelles. Donc, si faire la science, c'est aussi dire la science, et les disciplines ont des rapports au langage qui sont effectivement très, très variés, il n'y a pas d'histoire sans écrit d'historien, alors qu'il peut y avoir de la biologie avec des résultats d'expérimentation qui sont verbalisés. D'accord ? Et il n'empêche que tout ceci nous amène à nous interroger sur ces rencontres interculturelles à travers le langage qui se font dans les communautés linguistiques, et ce sont ces rencontres interculturelles dans les communautés linguistiques elles-mêmes qui sont productrices de connaissances. D'accord ? Et moi, j'en veux pour témoignage ancien, mais j'y tiens, c'est une référence à laquelle je tiens. Un didacticien indien qui s'appelle Suresh Kanagaraja a publié en 1999 un ouvrage en anglais qui s'appelle « Resisting English Imperialism in Teaching English », ce qui est tout à fait possible. Et son point de vue est de dire « Mes étudiants ont des manières d'écrire la science qui relèvent de la tradition indienne qui ne date pas d'hier, vous me le concéderez. Je ne vois aucune difficulté à ce qu'ils écrivent en anglais selon les traditions discursives qui sont les leurs. » Et il est clair qu'on entre là dans une forme de diversité qui n'est peut-être pas encore à l'ordre du jour partout. Alors, l'autre responsabilité de la gouvernance, c'est évidemment l'efficience, donc le fait d'arriver à créer un projet cohérent, intégré, de manière à faire en sorte que cela conduise à des enseignements non aléatoires et qu'on prenne en compte, comme je vous le disais à l'instant, la territorialité réelle ou symbolique de chaque établissement de manière à créer l'ensemble des ressources qui sont nécessaires. Alors j'en viens peut-être maintenant à des thématiques qui ont été très très développées dans cette rencontre. La première, c'est celle de l'enseignement des langues étrangères dans ces espaces. Je pense que là, il y a beaucoup d'innovations et en même temps, me semble-t-il, mais c'est très difficile d'en juger, encore beaucoup je dirais non pas d'approximation, mais d'éléments qui sont traités un petit peu rapidement. Le premier, c'est la question des niveaux. Là. Niveau d'anglais, niveau d'allemand, et on se prévaut du Conseil de l'Europe qui a mis en place des niveaux. Alors, il faudrait quand même rappeler que les niveaux du cadre européen commun de référence sont des niveaux dits de référence, c'est-à-dire ce sont des points dans lesquels on peut caractériser le parcours acquisitionnel d'un apprenant, qui marque un moment caractérisable dans un itinéraire et pas nécessairement un objectif. Les bornes kilométriques définissent des parcours, il n'est pas nécessaire de s'arrêter à la borne kilométrique, que je sache. Ou alors j'ai raté quelque chose dans le code de la route. Donc, ces niveaux ont envahi le territoire, alors que le Conseil de l'Europe, depuis toujours, dit ce ne sont pas les niveaux qui sont les plus importants. Il est quand même responsable d'avoir utilisé ce terme. Ce sont les profils de compétences. Nous avons des étudiants qui arrivent à l'université avec des profils de compétences différents, dans la même langue, en anglais. Et si on veut répondre à cette diversité de profils de compétences, on a intérêt à mettre en place des enseignements sur objectifs relativement spécifiques, de manière à faire en sorte que, si on a besoin de préparer les étudiants à la mobilité, il y a un module qui leur soit proposé, et que si on a besoin de les entraîner à la lecture de textes de leur discipline, on leur propose aussi des textes ayant cet objectif. Ça n'a rien de neuf, les enseignements fonctionnels datent des années 70, si j'ai bonne mémoire, et il serait bon de ne pas perdre de vue cet élément-là.
D'autant que l'autre élément qui me paraît important, c'est aussi d'essayer de sensibiliser nos étudiants à des échanges autres que non symétriques, comme un non-natif interagissant avec un natif. Il y a beaucoup d'autres situations de communication qui interviennent, en particulier quand deux non-natifs parlent une langue tierce. Que se passe-t-il? Alors on sait très bien, et Wiseman l'a déjà raconté, que quand des non-natifs s'expriment dans une langue tierce, il y a des éléments qui fonctionnent, qui passent très très mal, et qui sont les éléments affectifs, qui sont les intentions de communication, qui sont l'ensemble des relations de confiance qui peuvent se créer à travers le langage. Et que donc, il importe que nos étudiants sachent qu'il est possible, et en termes d'intercompréhension au sens large, et pas seulement en termes d'intercompréhension des langues voisines, que l'intercompréhension entre les locuteurs est possible jusqu'à un certain niveau et dans certaines circonstances, et qu'il importe effectivement de défaire cette représentation qui est que utiliser une langue étrangère, c'est l'utiliser avec un natif et en étant soi-même dans une posture de non-natif. Un élément important qui a été souligné, qui me paraît devoir constituer pour la plus grande gloire du plurilinguisme et de l'éducation plurilingue, c'est l'apprentissage autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les professeurs de langue pour apprendre les langues, me semble-t-il. Et donc remettre sur le devant de la scène, comme on le fait à l'Université de Lorraine, de proposer un semestre de formation à l'apprentissage autonome et individuel, me paraît constituer une réponse intéressante à la question de la diversité. Mais il n'y a pas que l'éducation plurilingue n'est pas seulement la diversité. L'éducation plurilingue, c'est aussi la transversalité. Et je dois dire que je n'ai pas beaucoup vu ce thème à travers, si j'ose dire, les communications qui ont été proposées. La transversalité, ça veut dire que les enseignements de langue ont en partage et peuvent avoir en partage un certain nombre d'éléments que je ne peux pas lister ici parce que ça n'est pas le lieu, mais qu'en tout cas, faire en sorte que les enseignements de langue soient moins monolingues, même si c'est évidemment indispensable, mais que chaque langue soit effectivement un espace d'ouverture pour les autres, à la fois dans ses préoccupations et ses contenus, mais aussi dans ses démarches, ses méthodologies, ses modalités d'évaluation et l'ensemble de ses techniques. Les enseignements en langue qui ont été, disons, un des points développés par pas mal de collègues et ceux qui font le plus polémique, hein, des enseignements uniquement, donc l'exemple qui nous a été donné de l'enseignement de la biologie uniquement en anglais à l'Université de Grenoble. Alors je pense que là, il est important d'interroger ces choix en termes de quels sont les bénéfices escomptés. Et est-ce que ces bénéfices escomptés sont mesurables? Il est possible que ces bénéfices soient immédiats pour les étudiants, qui se sentent rassurés, confortés, compris, alors qu'ils participent d'eux-mêmes de représentations sociales partagées sur la valeur universelle d'une langue plutôt que d'une autre. Mais on sait très bien que dans beaucoup de disciplines, la terminologie scientifique est à base gréco-latine, donc elle est internationale, donc il n'y a aucun besoin de passer par une langue académique, et que il est clair que, ce faisant, on laisse dans l'ombre ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire les pratiques langagières et les modèles discursifs qui sont présents et qu'il importe de prendre en compte. On sait bien, en tout cas les expériences faites pour les langues étrangères dans l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire, montrent bien qu'il y a plusieurs interprétations de ce qu'on appelle l'enseignement d'une langue au moyen l'enseignement d'une matière au moyen d'une langue étrangère. Il y a une interprétation qui en fait une sorte d'annexe du cours de langue,
un plus, qui est qu'on fait de l'histoire en français ou on fait de l'histoire en anglais parce que c'est un plus. Mais il y a une autre interprétation qui est de considérer que s'approprier des connaissances dans 2 langues, c'est ouvrir des perspectives, des pluriperspectives, parce que la pluriperspectivité langagière peut aussi être une manière cognitive d'aborder un même objet de savoir sous des angles différenciés. Et qu'une éducation en langue ne peut pas se passer de l'alternance des 2 langues, de la coprésence des langues en question, dans la mesure où c'est l'alternance, le jeu réglé et non spontané d'une langue à l'autre qui va pouvoir créer cette dimension plurielle à l'intérieur d'un dispositif qui a pour rôle, effectivement, d'utiliser les ressources des langues naturelles pour essayer de faire appréhender des savoirs de manière plus ouverte, efficace et sans doute, en tout cas ça semble avoir été montré, même avec beaucoup de prudence, une appréhension des connaissances qui s'en trouverait facilitée. Je ne reviendrai pas sur la dernière responsabilité, qui est celle de la francophonie, on l'a souligné, je n'y reviens pas. Les établissements d'enseignement supérieur en France ont des responsabilités par rapport à l'ensemble de l'action que mène par ailleurs l'autorité publique pour la France. Et je pense que le meilleur espace de coopération, c'est de coopérer avec les universités francophones qui ne manquent pas, qui sont réunies au sein de l'agence universitaire francophone et qui permettraient, à l'évidence, une certaine forme d'internationalisation de manière non douloureuse pour aucune des langues en place.